Cette vidéo est une introduction à tous mes cours qui sont présents sur ma plateforme Eloi Formation. D'accord? Donc il y a du SQL Server, du Python, il y a du MongoDB, il y a aussi du Postgre, du PowerShell et aussi bien sûr mon cours SQL Server Masterclass de 27 heures sur SQL Server. Eloi Formation est aujourd'hui numéro 1 sur les bases de données concernant SQL Server Postgre et bientôt aussi MySQL et Oracle. D'accord? Donc si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter sur contact@eloaformation, d'accord? Ou soit directement aller sur le site cours-eloaformation.com pour vous abonner à 35 € par an. Vous allez avoir accès à toutes les formations pendant une année en illimité, ou soit me contacter à contact@eloaformation.com. Ok? Bonne vidéo. Et si cette vidéo vous intéresse fortement, n'hésitez pas à me contacter pour la suite. Bonne journée. Bienvenue dans mon cours sur PowerShell. Donc PowerShell est un langage de programmation orienté objet. C'est un interpréteur de commandes Shell interactif pour Windows, Windows Server et Linux depuis la version 6.0. Qui n'a pas entendu parler de PowerShell aujourd'hui? PowerShell est archi présent dans toutes les entreprises maintenant. Et donc PowerShell, c'est un incontournable aujourd'hui. Windows PowerShell, le successeur du CMD, du fameux CMD, du commande DOS, le vieux commande DOS qui nous permettait de faire des batchs. Donc c'est une version, je dirais pas beaucoup plus évoluée, mais j'ai pas le mot pour vous dire que c'est 10 fois, même 100 fois plus puissant que le DOS, même autant de fois vous voulez. C'est un outil extrêmement puissant, il est reconnu dans le monde de l'administration système, des développeurs, des DBA, etc. Donc c'est utilisé partout. Moi je suis DBA SQL Server et j'utilise PowerShell pour faire des backups, des restores. Mes plans de maintenance aussi tournent sur du PowerShell. Et je vais le dire, ça fonctionne très bien. Donc PowerShell est présent, comme je vous l'ai dit, dans pratiquement toutes les entreprises. Avoir sur son arc une flèche qui s'appelle PowerShell, ça peut vous, sur le marché du travail, c'est pas mal, c'est quand même bien recherché PowerShell. Alors l'installation de PowerShell. Normalement PowerShell est déjà installé sur votre poste. Donc si vous faites recherche ici, vous tapez PowerShell. Ici vous avez PowerShell x86, ISE et PowerShell. Donc pour l'instant on va se fixer sur Windows PowerShell. Donc vous faites un clic droit dessus, vous voyez qu'il est déjà installé. D'accord? Donc si vous ne l'avez pas sinon installé sur votre poste, il faudra télécharger, aller sur le site de recherche que vous souhaitez prendre, Google, Bing, comme vous voulez, Windows Management Framework 5.1, d'accord, qui va vous prendre la version PowerShell et l'installer. Ok? Alors, sinon, il faut, une fois que vous aurez lancé PowerShell, donc on va rechercher PowerShell, il faut absolument, lorsque vous le lancez, pour ne pas avoir des problèmes lorsqu'on va jouer certaines CMDLET sur PowerShell, des problèmes de droit. Donc, ce qu'il faut faire un clic droit et faire exécuter en tant qu'administrateur. D'accord? Bien sûr, vous pouvez l'épingler à la barre des tâches, comme ça vous évite chaque fois de le rechercher, et vous pouvez l'exécuter en tant qu'administrateur. Ok? Alors, pour qu'il s'affiche comme ça en grand écran, il faut aller dans Propriétés, parce que peut-être que chez vous, il va s'afficher en petit. Donc il faut aller dans Configuration, et là et alors attendez, il y a ici la taille de la police, d'accord? Et taille de la fenêtre ici. Je vous laisse regarder la largeur et la hauteur, la position de la fenêtre gauche-droite, comme vous voulez, pour avoir en fait une meilleure interface graphique pour taper vos commandes PowerShell. D'accord? Dernière chose à savoir aussi, c'est il faut rechercher, c'est UAC. Vous tapez UAC, modifier les paramètres de contrôle utilisateur, et il faut qu'il soit tout en bas à 0. Sinon, vous allez avoir des problèmes de droit aussi, d'accord, qui vont vous embêter lorsque vous avez tapé certaines commandes CMDLET au PowerShell. Un CMDLET est une commande
PowerShell avec une fonction prédéfinie. Donc c'est un langage, c'est un opérateur de langage de programmation. Donc CMDLET, hein, c'est très courant sur PowerShell. Donc il existe des CMDLET système, utilisateur et personnalisé. Et les CMDLET affichent toujours les résultats sous forme d'objets ou de tableaux, ou de tableaux d'objets, pardon. Donc ça, on va voir ça bien sûr en démo. Donc c'est insensible à la casse, hein. Vous mettez en minuscule ou en majuscule, c'est la même chose. D'accord? Vous mettez get add user en majuscule ou en minuscule, ça marche. Donc si vous utilisez bien sûr plusieurs CMDLET dans une seule chaîne de caractères, vous devez les séparer pour un point virgule toujours, sinon ça ne marchera pas. Donc un CMDLET se compose toujours accompagné d'un verbe ou d'un mot qui fonctionne comme un verbe. Donc c'est séparé d'un tiret, la fameuse règle verbe-non. Donc le verbe peut prendre les valeurs suivantes: get, set, start, stop, out et new. D'accord? Donc on voit que là il y a la composante non, get, obtenir quelque chose, set, start, etc. D'accord? Et par exemple ici en dessous on a get-help. Donc on a la composante non, get, avec le help derrière. C'est parti, donc on va découvrir les CMDLET, les commandes qu'on peut taper sur PowerShell. Alors, il faut savoir en premier lieu que les anciennes commandes DOS sont bien sûr disponibles sur PowerShell. Par exemple, si je tape CD pour revenir à mon répertoire par défaut, enfin le premier répertoire, on voit qu'on y a accès. Par exemple, je sais pas, moi je tape ping, www.google.fr, on voit que cela marche. Donc les anciennes commandes ping marchent très bien. Si je tape Notepad, ça ouvre Notepad. D'accord? Donc pas de panique, hein, les anciennes commandes DOS marchent très bien. Alors, on va taper le premier CMDLET, la première commandette. Par exemple, on va taper, comme je vous ai montré en démo avant, pour vous expliquer les différents types de commandettes. D'abord, on va taper le verbe, -host. Donc là, on va faire efface-moi ce qu'il y a sur l'écran en fait. Efface-moi ce qu'il y a sur le host. Donc clear host, clear-host, toujours. Ok? Donc là, ça efface ce qu'il y a sur l'écran. Donc là, on a appris à taper notre première commande let. Alors il y a aussi l'alias. Alors l'alias de clear host, au lieu à chaque fois de écrire clear host, il y a l'alias qu'on appelle alias, c'est CLS. D'accord? Donc pas de panique, il ne faut pas retenir tous les alias et aussi tous les CMDLET, c'est impossible. D'accord? Alors, on va voir dans la putain d'information toutes les CMDLET qui sont les plus fréquemment utilisés. Par exemple, comme autre CMDLET, j'ai add, à tirer quelque chose. D'accord? Je peux avoir aussi remove. D'accord? Il y a aussi set tirer quelque chose, etc. etc. D'accord? Pour avoir la liste de toutes les commandes, c'est get-commande. Donc là, ça va défiler. Vous voyez, il y en a un paquet. Alors, il y en a qui sont dépréciés, il y en a qui sont rajoutés à chaque nouvelle version de PowerShell. Donc voilà, il y en a qui ne servent à rien. Il y a des CMDLET qui comprennent du Azure, il y en a de plus en plus. Pour déployer en fait des postes sur Azure, créer des VM sur Azure, c'est vraiment très complet. Donc voilà tout ce que vous avez à retenir. Je plaisante bien sûr. Il y en a aussi un qui est très sympa, qui permet de retrouver très rapidement vos alias, c'est get-alias. D'accord? Ici il y en a un paquet. Je vous laisse les découvrir. Hein. Moi, je ne les connais pas tous par cœur, hein, je vous rassure. Même, je pense qu'il y en a très peu qui connaissent tout par cœur. Donc, je vous laisse. On peut même créer ses propres alias. Hein. Donc, on verra ça plus tard. On peut aussi demander à quoi correspond un alias. Get-alias, par exemple, CLS. Voilà. Get-alias CLS, on voit que ça correspond à clear host. Ok? Commande qui est très recherchée aussi, commandée, c'est get-help, bien sûr. Alors ça, je vous conseille très fortement, à chaque fois qu'il y a un message qui est affiché sur PowerShell, de le lire
précieusement. Parce qu'ils ont fait beaucoup d'efforts, Microsoft, à ce niveau-là. Ils ont rattrapé beaucoup de retard. Maintenant, quand vous avez un message, lisez-le bien attentivement. Donc là, il dit bien, l'applet de commande update télécharge les fichiers d'aide les plus récents pour les modules Windows PowerShell. Donc je vais faire oui, et ça part. Donc là, ça va prendre du temps, donc ça va aller se connecter, bien sûr, sur Internet et récupérer les derniers modules sur d'aide pour votre module PowerShell, pour votre console PowerShell, pardon. Vous voyez, il en commande un paquet. Donc je fais une petite pause dans la vidéo parce que des fois c'est sur plus de 5 minutes. Donc voilà, c'est fini. Donc là, il a fini le get-rep, donc on voit que on voit ce qui était installé. Donc on va suivre la session suivante. Donc dans cette session, vous avez vu comment utiliser des CMDLET, tout simplement, comment les mettre en place et comment voir aussi. Vous avez vu aussi les alias par rapport à ces CMDLET. Dans cette vidéo, on va voir comment créer son propre alias sur PowerShell. Alors, première chose à savoir, si on ne sait pas par où commencer, get-commande permet de savoir, bien sûr, de lister toutes les commandes accessibles. Mais on peut associer à get-commande des paramètres, une chaîne de caractères, comme un string qu'on va lui associer en fait, comme une recherche, comme un where sous SQL. Donc, par exemple, je tape get-commande, je cherche ma commande qui me permettra de créer des alias. Donc je peux mettre alias, des astérix, et on voit qu'ici qu'on a pas mal de commandes comportant le mot alias, des CMDLET comportant des mots alias. Donc j'ai get-alias, et ce qui va m'intéresser bien sûr c'est no alias qui est là. Ok. Alors on va prendre l'alias. Comment je vais créer cet alias? Alors je vais faire un get. Donc je vais demander de l'aide à PowerShell. Donc je vais faire un get-help pour un new alias. D'accord? Je joue et là on voit que j'ai l'aide qui s'affiche. Alors ici on a tout ce qui est crochet. Donc la new alias, on a les crochets. Les crochets sont complètement facultatifs. Donc on a aussi les strings ici, des chaînes de caractères. Donc on va en parler plus tard avec les valeurs à lui donner. Donc value, -value avec un string, etc. D'accord? Donc il y a les flèches pour éviter de retaper. Tout ça, vous avez aussi les flèches directionnelles. Vous voyez ici, je ne suis pas obligé de tout retaper à chaque fois. D'accord? Donc là on peut tout retaper. Là je vais demander l'exemple, un exemple pour m'aider. Donc je vais faire get-rep, new alias, avec example. Ok? C'est parti. Donc là j'en ai un exemple qui s'affiche ici. Donc pour créer mon alias, ce sera new alias, tirer le nom d'alias, liste. Donc là c'est là que je vais donner le nouveau nom de l'alias par rapport à l'alias affiné. Donc get chain item. Là, on va rester toujours sur le CL, le clear host. On va essayer de lui affiler un new alias. D'accord? Chose pendant que j'y pense, PowerShell n'est pas sensible à la casse. D'accord? Que vous tapez ici ça en majuscule ou en minuscule, c'est ça exactement la même chose. D'accord? C'est pas sensible à la casse. Alors, bon, pour créer mon nouvel alias, je vais faire un new alias. Je vais faire un new alias -name. Donc là, je vais appuyer sur les guillemets, la touche 3 du clavier, et je vais l'appeler par exemple efface. Efface. Et donc, je vais l'affilier au bon commandlet. Donc là, ce sera clear-host. Ok? Donc là, j'ai créé mon alias. Alors, il faut savoir que quand PowerShell, ça marche bien, il affiche rien. Ok, donc il n'y a rien qui s'affiche. Donc là, ça marche nickel. C'est un peu perturbant au début, mais après on s'y fait. Donc ça veut dire que tout marche nickel. D'accord, mais si on tape
par exemple, je sais pas, moi je vais taper get alias clear host, donc c'est un alias qui n'existe pas, ou clear toto. Vous voyez là, ça marche très bien au niveau des erreurs. Donc vous inquiétez pas, si ça ne renvoie rien au niveau de PowerShell, c'est que ça marche très bien. Donc pour finir, je vais rechercher mon alias que j'ai créé, get alias. D'abord je vais l'essayer, donc je vais taper efface. Et là ça marche très bien. Donc il a bien trouvé l'alias correspondant à clear host. Et pour retrouver cet alias que j'ai créé, donc je vais faire get alias efface. Donc efface correspond bien à l'alias que j'ai créé ici. Efface, ça correspond bien à clear host. Donc d'ici dans cette vidéo, on a appris à jouer avec des cmdelete en lui affiliant des nouveaux alias et aussi voir qu'on pouvait rajouter des chaînes de caractères à un cmdelete. Par exemple get-commande, ici quand je joue la flèche directionnelle alias. Les opérateurs sur PowerShell, alors ils sont assez nombreux, donc on va voir les principaux. On va voir d'abord les opérateurs de comparaison. Par exemple, 1 est-il égal, donc EQ à 1. Donc là, là je suis bon. Donc là, c'est bon. Donc, est-ce que 1 est égal à 1? Donc là, ok, disons que si je tape 1 est égal à 1, il y a EQ égale 2. Là, je suis faux. Ok, donc est-ce que on peut dire non égal, non égal à 2? Donc là, c'est vrai. Donc, si ce n'est pas vrai, si je mets 1, donc là, je suis faux. Donc 1 n'est pas non égal à 1. Logique. Après, je peux faire greater than, plus grand que. Donc ça va être 1 est-il plus grand que 2? Bien sûr que non. Mais si je change, je mets 2. Est-il plus grand que 1? Bien sûr que non. D'accord? Il y a aussi letter than avec le LT. 2 est-il plus petit que 1? Donc c'est faux. Donc si je fais le 2, ici, là je suis bon. Ok? Donc ça c'est des opérateurs de comparaison que vous verrez très souvent sur PowerShell. On a aussi les opérateurs logiques, donc qui vont être interprétés. Je vais faire un clear host, par exemple par des chaînes de caractères que je vais. Vous voyez ici c'est en rouge. Donc on voit tout de suite que PowerShell, la syntaxe n'est pas terminée. Donc dès que vous avez un petit rouge qui dit attention, attention, là il y a une erreur. Donc je vais mettre par exemple chaîne de caractères, je vais mettre Toto. Est-il égal à Toto? Alors là on voit que c'est true. Alors on voit que Toto est Toto minuscule et Toto majuscule. Donc si je veux limiter la sensibilité à la casse, il faut rajouter un C ici. D'accord? Donc sensibilité à la casse, là je suis faux. Donc Toto ne correspond plus à Toto minuscule et Toto majuscule. Ok? Donc je vais rajouter des opérateurs logiques. Donc je vais faire si Toto égale Toto. Et donc c'est un tiré. 1 égale à 1. Donc là je suis bon. Par contre si je mets 1 égale à 2, là je suis faux. Donc l'une des deux conditions n'est pas respectée dans le end, donc il retourne faux. Bien sûr, il faut toujours mettre des parenthèses, que c'est très moche d'écrire comme ça. Moi j'aime bien en mettre. Donc c'est beaucoup plus propre. Et en plus ça fait le même résultat. Ok? Donc je peux aussi jouer avec le OR. Le OR donc qui est différent du end. Si le OR, il y a une des conditions qui est remplie, ça renvoie OK. Par contre, si je vois ici que Toto est différent égal à Titi, là j'ai faux. Parce que les deux conditions dans le OR ne sont pas bons. Ok, donc là c'est les principaux opérateurs qu'il y a sur PowerShell. Bien sûr, il y en a beaucoup d'autres. Mais c'est l'idée là
que vous pouvez utiliser ces opérateurs avec un tiret comme EQ, OR, AND. C'est EQ pour limiter la casse, greater than, later than, etc. Ok. Le pipeline, ce qu'on appelle le pipeline en français, pipeline, donc ça se fait avec le Alt GR, la touche Alt GR et la touche 6, vous voyez. Donc là j'en fais plein. Ok, donc c'est une chose très répandue aussi sur les scripts PowerShell. Donc je vais en écrire un tout de suite. Alors le pipeline, ça permet de passer le résultat d'une commande directement à une autre commande, sans passer par une variable. Bon, on va voir après les variables. Mais je vais vous faire un exemple très simple où on va utiliser un pipeline. Par exemple, je veux écrire la valeur Toto dans un fichier texte. Donc, pour faire ceci, je vais faire un write output. Donc, je vais mettre Toto ici. Et là, je vais mettre un pipe pour le dire où je vais le mettre en fait. Donc, je vais passer le résultat d'une commande directement à une autre. Donc je vais utiliser le outfile des-test et .txt. Ok. Donc si je retourne dans mon fichier, là j'ai bien un fichier texte qui s'est créé et là j'ai bien Toto qui est apparu. Ok. Donc là, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai défini l'écriture de Toto directement grâce au pipeline dans le fichier texte. Ok. Donc je peux faire aussi, je vais faire get-service. Donc là, vous voyez, j'ai un paquet de services qui est sur mon poste. Donc ce que je vais faire, je vais faire un CLS déjà, et je vais sortir ces services dans un format beaucoup plus lisible. Donc je vais faire get-service et je vais faire un format -list. Alors il y a la touche tabulation qui peut vous aider des fois pour trouver des commandes. Vous voyez ici je fais ça, donc là il y a liste. D'accord? Donc get-service format list, on va voir que les services vont être beaucoup plus, la classification des services va être beaucoup plus simple. Donc là j'en ai un paquet, hein, j'avoue, j'ai installé tellement de choses sur mon poste que mais moi je suis perdu. Et on voit qu'ici que la classification des services est beaucoup plus facile à lire. D'accord, donc j'ai encore passé une variable, enfin non, j'ai comment passer un pipe. Donc j'ai dans cette commande service, je lui dis mets-moi cette commande en format liste. D'accord. Alors moi je vous conseille très sincèrement de toujours mettre des espaces pour que ce soit beaucoup plus lisible, mais limitez quand même le nombre de pipes, hein, parce que mettez-en pas 47 à chaque commande, parce que après ça devient très vite illisible. Ok, donc dans cette vidéo on a vu la fonction du pipeline. PowerShell est basé sur le modèle objet, d'accord. Donc c'est basé sur un modèle objet, donc qui n'envoie pas des chaînes de caractères, hein. Ça va toujours envoyer des objets. Ça, faut bien le comprendre sur PowerShell. PowerShell a aussi ses méthodes, et ces méthodes s'appliquent aux objets. Par exemple, si je fais un remove sur PowerShell AD user, si je supprime un utilisateur de l'AD, et ben remove est la méthode et AD est l'objet. D'accord, donc ce sont deux choses qui s'associent, la méthode et l'objet. D'accord. Pour afficher ses propriétés et ses méthodes, il faut passer par la cmdlet getNumber. GetNumber va vous donner le détail des méthodes et le détail des propriétés. Ok. Allez, on va voir ça en démo. Pour manipuler les objets, donc je vais revenir à la démo que je vous ai faite avant. Donc je vais m'appuyer sur les imprimantes. Alors, imprimante, get-printer. Ok, donc là on a toutes les imprimantes, hein. On a name, computer name, type, driver name. On a vu on a 6 colonnes quand on fait le cmdlet, la commandlet getPrinter. D'accord. Donc le choix de ces 6 colonnes, c'est un choix Microsoft. Il y en a plus, hein. D'accord. Donc si je vais voir le membre, alors get-printer, bien sûr je vais faire un pipe getNumber. Donc je vais voir en fait les propriétés et les méthodes.
comme je vous ai dit, les méthodes, c'est l'action qu'on va faire sur la propriété, computer name ici. Vous voyez ici que computer name, on l'a aussi là, d'accord, qui est une propriété, et les méthodes qu'on peut appliquer à ces propriétés sont là, clone, dispose, equals, getType, etc. D'accord. Donc il faut bien comprendre l'option que PowerShell c'est une relation qui est que objet, et il y a le monde, propriété et les méthodes. Une fois que vous avez assimilé ça, vous pouvez faire beaucoup plus joujou après avec les objets PowerShell. Par exemple, si je fais get-repeater, je veux juste les imprimantes qui commencent par un S. Vous voyez, j'ai send to one note. D'accord. Et si je veux aussi, par exemple, get-printer, et je veux juste sélectionner 3 colonnes. Donc je vais faire un pipe select object name, par exemple computer name, même s'il n'y a rien, c'est pas grave, et driver. Voilà. Ok, donc là on peut faire beaucoup plus, on va dire joujou, avec les objets qu'il y a sur PowerShell. On a vu dans la vidéo précédente qu'on pouvait filtrer par rapport aux objets. D'accord. Donc là je vais prendre un exemple, je vais prendre get-printer driver. Donc là j'ai la liste des drivers qui sont installés pour mes imprimantes. D'accord. Donc là je vais filtrer par exemple les drivers qui commencent par un M. Donc là on l'a déjà vu, c'est M majuscule M étoile. Donc là on a tous les noms de drivers qui commencent par un M. Ok. Donc là je vais prendre dans l'exemple qui suit, donc je vais laisser M étoile pour filtrer sur la lettre M, et je vais faire un where object. Si par exemple je veux les imprimantes qui ont la manufacture, par exemple HP, donc HP Envie 65640, l'avant-dernière ligne, donc je vais faire un where object, d'accord. Donc là je vais filtrer, je vais prendre juste la manufacture où il y a HP. Donc je vais ouvrir avec des guillemets, donc ça correspond à Alt GR 4. ok. Donc là je vais mettre le statut, le manufacture en cours. Donc en fait à l'intérieur de Zacolag, chaque driver, dans ce cas-là manufacture, a un statut, c'est représenté par un statut. Donc en fait on va prendre la variable qui contient automatiquement l'objet en cours. Donc là je vais faire $_ manufacture, je vais mettre un point. Vous voyez que si je fais un tab, ça le prend directement. Donc là on l'a déjà vu, equal, ok. Et je vais mettre, vu que c'est une chaîne de caractères, je vais mettre des guillemets, donc la touche 3 du clavier, d'accord. Donc là je vais mettre HP et je vais fermer les cotes, les parenthèses, pardon. Alt GR plus. Ok, donc là j'ai filtré mes drivers de l'imprimante où l'objet ou la propriété manufacture égale à HP. Donc vous avez vu la puissance de la variable $_, donc ça va prendre l'objet en cours, la variable de l'objet en cours. Je peux même encore aller un peu plus loin, donc je vais faire un end, et je vais prendre aussi l'environnement où il y a la printer environnement à Windows NT 86. Donc je vais recommencer, je vais prendre la variable en cours, donc underscore point printer. Donc là si je fais le tab, il le trouve directement. Donc là je vais mettre un like. Donc je vais ouvrir les cotes %, NT, donc un like, like avec étoile étoile,
étoile, étoile. Et là, ça ne me sort pas, donc je vais trouver pourquoi. Et là, je vais trouver pourquoi, parce que c'est un OR ici. Ok, donc là, j'ai bien pris dans cet exemple HP envie, donc j'ai filtré par rapport à la variable en cours manufacture et printer environnement, où c'est égal à HP et le printer environnement est égal à 86. D'accord? Je peux faire aussi, je vais vous faire en démo vite fait, get-service. Vous voyez, il y en a un paquet. Et dans l'exemple qui suit, je vais prendre les services qui sont stoppés. Donc on va quand même filtrer parce qu'il y en a beaucoup. Donc on va prendre ceux qui commencent par A. Et dans cet exemple, je vais prendre les services qui commencent par A et qui sont arrêtés. Donc je vais faire un where, je vais mettre l'espace, ça fait plus propre, tirer object. Ok, donc là j'ouvre l'apostrophe, Alt GR4. Donc je vais prendre, je peux même mettre un fil, je vais vous en parler, filter script. Donc ça c'est super important, je vais vous en parler. Donc c'est à partir de cette option qu'on pourra mettre beaucoup plus de filtres par rapport au where-object. J'en parlerai ça plus tard. Donc on ouvre. Donc on va remettre la variable en cours. Donc là ça va être le statut. Parce que je veux filtrer par statut. Donc point, statut. Donc je fais tab, hein, il va me trouver. Égal. Donc là je mets bien sûr stopped. Et je vais fermer la colonne. Vous voyez comme c'est puissant. Donc là, en une ligne de commande, on a trouvé les services qui sont en statut stopped, qui commencent par A. Ok, donc là, c'était dans cette démo la démonstration de la puissance de la variable underscore, de la underscore. Alors, un fichier PowerShell, c'était une extension .ps1. En fait, c'est un fichier texte. D'accord, donc si vous allez télécharger des scripts sur Internet, il faudra vérifier ce qu'on appelle la sécurité au niveau des fichiers. Il faudra changer cette sécurité. Alors je pense que vous en avez déjà entendu parler. Donc la sécurité va se jouer via l'exécution policy. Donc là, je vais prendre la mienne par exemple. L'exécution policy. On voit, moi je suis en unrestricted. Alors, il y a plusieurs modes. Donc unrestricted, ça veut dire que j'ai pas de politique de signature, donc je vais pouvoir jouer tous les scripts en local. Et il y a aussi il y a restricted, hein, donc il va bloquer tous les scripts que vous allez, y compris ceux que vous avez en local. Donc vous pourrez jouer aucun script. Il y a remote sign in en fait qui va vous demander la signature numérique par l'éditeur de script, hein, que vous aurez pris sur internet. Il y a le bypass. Bypass, c'est il n'y a aucune restriction. En fait, on va dire c'est le Far West. Donc, cette exécution policy, par exemple, je mets remote signed. Il me demande mon accord. Je fais oui. Là, si je fais un get execution policy, là, je suis en mode signed. D'accord. Bon, par défaut, c'est ce qu'on a pratiquement sur tous les PowerShell. Ok, donc on va découvrir maintenant la commande terminale ISE, commande ISE comme je dis. Donc pour lancer le PowerShell ISE, c'est vous tapez ISE tout simplement. Donc ça lance la commande. Donc à droite j'ai les commandes, hein, que je peux vous taper par exemple. En bas c'est le volet itératif et en haut c'est les lignes de commande. D'accord. Par exemple ici, en haut à droite, donc j'ai affiché détail, donc je peux cliquer sur afficher détail. Et là par exemple, si sur mon get service, je veux mettre par exemple tout ce qui commence par A. Donc je vais mettre name A. A étoile. Donc là, par défaut, j'ai tous les services qui commencent par name,
voyez, c'est un raccourci en fait, name-étoile. Ok. Donc, on peut aussi changer les caractères, chercher le mot. Donc si je veux grossir ici, je peux passer à 14. Hop, on voit qu'ici c'est un peu plus gros. Ok. On peut changer aussi au niveau des commandes. On peut enlever ça, le remettre. Pardon, le remettre. On peut aussi afficher le détail, afficher volet script à droite, ou comme j'ai fait auparavant. Vous pouvez jouer sur les menus qu'il y a aussi pour le Power ISE. Alors sur le mode script, je vais faire par exemple, je vais effacer la commande et je vais faire un get-printer. Donc là je vais commencer à taper mes vrais scripts. Donc par défaut, vous voyez qu'il y a une petite étoile en haut à droite, c'est-à-dire que le script a été modifié. Ok. Donc là il faudra l'enregistrer. Donc vous voyez, vous avez le mode IntelliSense, comme je dis si bien en anglais, qui vous permet de voir ce que vous pouvez taper directement via PowerShell. Ok. Je joue le script, donc pour jouer le script, c'est à exécuter le script, soit c'est F5, soit je joue. Donc là, il a fait un CLS, il a fait un clearhost, et il a directement fait le getPrinter. Donc là, j'ai toutes les imprimantes qui s'affichent. Ça, on l'a vu auparavant. Ok. Une dernière chose que je voulais vous montrer, c'est comment enregistrer le fichier. C'est très simple. Vous faites fichier enregistrer sous. Et vous l'enregistrez. Par exemple, là, je mets test. Donc c'est un fichier PS1. Donc dès que je vais remodifier le fichier, vous voyez, vous demandez de le script que vous allez exécuter soit enregistré, donc ne plus afficher. Donc par défaut, il y a un autosave qui se met en place. Ok. Donc là, je vais refaire printer, la petite étoile se raffiche. Hop. Donc là, il m'a fait le CLS et getPrinter. Donc voilà, c'est une petite démo pour vous montrer un peu de la sécurité des fichiers et le ISE. Oui. Alors dans cette vidéo, on va voir comment déclarer une variable sur PowerShell. Alors on va relancer la console ISE en mode graphique, hein, c'est beaucoup plus simple. C'est parti. Donc on va rester en mode script, tout en haut. On va, pour déclarer une variable, alors une variable, c'est on va dire que c'est une zone mémoire, d'accord, qui va être utilisée à chaque fois qu'on va l'appeler, d'accord. C'est une zone mémoire, hein. C'est une déclaration d'une valeur qui va être stockée en mémoire. Par exemple, là je vais faire un output, donc vous voyez l'IntelliSense en anglais s'affiche pour déjà m'aider à écrire ce premier script. Output, donc ça va écrire ce qu'on va lui dire dans la chaîne de caractères. Par exemple ici, je vais mettre salut à toi. Ok, donc, maintenant je suis en mode script, donc je peux faire les solines, hein, je peux faire ce que je veux. Donc là je fais un CLS en même temps, et si je fais F5 ou ici exécuter le script F5, vous voyez, salut à toi s'affiche. Ok, vous voyez, salut à toi. Ok, donc là pour l'instant rien d'extraordinaire, c'est assez simple. Et là on va commencer à jouer avec la variable. Bien sûr, je peux enregistrer le script ici. Hein, je peux le nommer comme je veux. Alors, ensuite, je vais déclarer ma première variable. Je vais toujours essayer le CS, je vais faire plusieurs lignes pour que ce soit plus propre. Donc, je vais donner un nom à salut à toi. Par exemple, je vais faire un salut à toi, Olivier. Donc, première variable, la variable sur PowerShell, c'est comme sur SQL Server. C'est $. Donc je déclare ma variable en mémoire. Donc je vais mettre personne et je vais donner une valeur à cette variable. Je vais mettre Olivier, ça tombe bien, c'est mon prénom. Je descends en output, donc je fais salut à toi, espace, et là j'assigne ma variable. Allez, on joue ce magnifique script. Donc salut à toi Olivier. Ok, donc vous avez vu, là on a déclaré cette variable à l'intérieur du
write output. D'accord. J'ai envie de faire joujou et je vais me rajouter mon âge actuel qui est 20 ans. Donc je vais déclarer une deuxième variable. D'accord. Pour faire propre, on va faire personne âge. Ou âge comme vous voulez. Donc, vu que c'est un en entier, pas besoin de mettre de guillemets. Hop, je mets 32. Donc là, le égal, il l'assigne. C'est pas un opérateur de comparaison. Là, il assigne la valeur de 32 à la variable. Donc on va pas mettre ici variable. Non, c'est une assignation. Salut à toi, Olivier. Et là, on va dire, je ne savais pas que tu avais que hop, je ne savais pas que tu avais, donc là je vais mettre personne âge, et là si je joue ce magnifique script, je crois que j'ai pas mis la bonne assignation, je me suis trompé dans la variable, je ne savais pas que tu avais, et là si je mets hop, avec un beau point à la fin, je ne savais pas que tu avais 22 ans, voilà. Après, on peut rajouter d'autres. Je peux rajouter autant que j'en veux des variables. D'accord. Donc là, je peux rajouter une variable autant que j'en veux. On peut mettre auto. D'accord. Donc là, vous avez vu dans cette vidéo comment rajouter des variables à vos scripts. D'accord. Avec la syntaxe write output qui va sortir la chaîne de caractères que vous lui assignez après. D'accord. Voilà, c'était la vidéo sur les variables. Voilà, l'introduction à ce cours est terminée, donc n'hésitez pas à me contacter sur contact@eloaformation.com. Toutes les informations sont en bas de la vidéo, d'accord? Donc ici, donc si cela vous intéresse, contactez-moi pour avoir accès à la suite de cette vidéo. Bien sûr, il n'y a pas que du SQL Server, il y a plein d'autres choses. Il y a du Python, il y a du Postgre, du PowerShell, du MySQL, il y a tout ce qu'il faut pour vous aider à progresser, soit en système, soit en base de données. D'accord. C'est un abonnement annuel de 35 €. Vous avez accès à toutes les formations pendant une année. Pardon. Et sinon, vous avez un abonnement mensuel, mais qui est moins économique, on va dire, et moins utilisé, que je vais peut-être supprimer, peut-être par la suite. Je ne sais pas, je vais réfléchir. D'accord. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé par ces formations. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous souhaite une très bonne journée.